Ousseynou Nargué, ici à Dakar, bonjour. René Lec, ici à Washington. Loubès Ousseynou à Dakar. Je sais que vous voulez parler de la reprise des classes au pays. Absolument, René, c'est une des questions qui me semble être dans l'actualité, ça c'est vrai, mais qui me semble cruciale aussi, cette question de l'éducation et de la reprise des enseignements, parce qu'elle engage l'avenir des jeunes générations, des jeunes enfants, de nos chères petites têtes crépues sur l'avenir, et également elle engage le devenir de ces jeunes adultes qui sont dans les universités publiques et privées du Sénégal. Alors, Ousseynou, il y a vous une avez décision. une inquiétude particulière? Mon inquiétude, c'est que la date qui a été décidée par le gouvernement, la date du 2 juin pour la reprise, soit un peu unilatérale, ça c'est une chose, mais on peut lui reconnaître ce pouvoir régalien à l'État de décider de ce qui concerne l'éducation, mais est-ce que les syndicats d'enseignants, ces remuants, qu'on s'est tenté par la grève pour faire prévaloir leurs revendications, somme toute légitimes, est-ce que ces syndicats-là seront prêts et partants et adhéreront complètement à cette date du 2 juin? C'est quand même la question qui reste encore un Est-ce que vous peu seriez rassuré floue. s'il y avait un consensus? Vous semblez me laisser entendre que s'il y avait un consensus entre l'État et les acteurs, peut-être que la rentrée serait plus facile à gérer. Il y a un consensus qui me semble suspect parce que l'un des principaux syndicats d'enseignants, qui est le Sud-Est, a dit qu'il suspendait toute forme de grève pour la reprise des enseignements. Alors, cela va sans dire. Donc, quand c'est dit qu'on suspend toute forme de grève, moi, je pense que c'est un peu du chantage qui ne dit pas son nom. La deuxième chose, le syndicat, le SAES, le syndicat de l'enseignement supérieur, a également attiré l'attention du gouvernement sur une chose, c'est qu'il est important que le comité national chargé de la gestion de la pandémie autorise la reprise des enseignements pour qu'eux adhèrent à cette décision-là. Voilà, René, l'une des premières questions, en tout cas, qui me semble être importante dans l'actualité sénégalaise. Alors, René, de votre côté de la planète, depuis Washington, quoi de neuf? Je sais que vous voulez parler du Covid et de ce que vous appelez le nouveau paradigme qui nous a été imposé par le Covid. Oui, c'est un paradigme fort intéressant, je trouve, parce que jusque-là, nous avons tendance en tant qu'êtres humains à penser à nous préserver, à préserver notre santé, comment devons-nous faire pour ne pas attraper telle maladie, comment nous protéger. Et ce virus est un virus dont le comportement est tel qu'il est très difficile de se protéger soi-même. On se lave les mains, bien entendu, on assure une certaine distance sociale, mais le plus important, c'est la protection que l'on a des autres. Par exemple, la question des masques, qui est une question essentielle. Le masque ne vous protège pas tellement. Le masque il sert à la protection des autres. Vous protégez les autres en portant le masque. En portant le masque, c'est une expression de respect vis-à-vis de l'autre et non pas de protection de sa propre situation. Donc le paradigme change un peu. Et je vois que beaucoup de gens ont du mal Oui, ici. mais c'est un paradigme un peu paradoxal parce qu'en même temps qu'on protège l'autre, tout contact avec l'autre est prohibé. Quelle leçon ou quel enseignement on peut tirer de ce paradoxe-là, de ce paradigme? Oui, en fait, quand vous portez le masque, vous protégez les autres. Et les autres, en portant le masque, vous protègent vous. Donc, votre propre sécurité sanitaire, votre propre sécurité hygiénique, votre propre vie, quelque part, elle est entre les mains des autres, quelque part. Et c'est un paradigme auquel nous ne sommes pas habitués. Et je vois dans les conversations que j'ai avec la famille, les amis à Dakar, ailleurs sur le continent africain, et même ici aux États-Unis et en Europe, les gens ont du mal à faire cette articulation-là. Tout le monde se dit, mais attends, moi je cherche à voir comment me protéger moi-même. Et on leur dit, mais écoutez, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour vous protéger un tant soit peu, mais principalement, vous devez protéger les autres. Et si Mais chacun fait justement, la même René, chose, tout le monde sera beaucoup mieux justement, protégé. justement, j'allais vous demander, entre les sociétés occidentales, majoritairement des pays industrialisés, et nos sociétés du Sud, lesquelles vous pensez sont les mieux préparées à entrer dans ce nouveau monde-là qui est annoncé
par Oui, les oui, effets du Covid? c'est une question intéressante. Je pense que le paradigme, la difficulté d'entrer dans le paradigme du fait de l'égocentrisme à la limite humain, elle est la même, je pense, un peu partout. C'est sûr que des sociétés plus individualisées, comme les sociétés occidentales, peuvent le faire un peu plus facilement que nous. Mais c'est plus du point de vue de l'éducation, de la formation, etc. Mais d'un point de vue des valeurs, dans nos cultures, l'attention vis-à-vis de l'autre, faire à la limite passer l'autre avant soi-même, faire passer le collectif et la communauté avant soi-même, c'est quelque chose auquel nous sommes habitués. Ce sont des éléments de nos cultures qui est très ancré. Donc, il y a là en tout cas toute une réflexion à avoir et je suis un peu étonné de ne pas voir plus d'intellectuels africains, de plus de philosophes aborder cette question de changement de paradigme par rapport à cette question. Mais je sais que vous, c'est nous, vous voulez également aborder la question du drame, du rapatriement Les Sénégalais. des Sénégalais morts à l'étranger. Justement, ça entre en droite ligne de ce que vous venez de dire par rapport à ce changement de paradigme. Je crois que s'il y a une chose qui ne change pas chez les Africains et les Sénégalais que nous sommes, c'est l'attachement, en tout cas pour la dernière demeure que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour nos proches, l'attachement à être inhumé avec les préparatifs et les rituels et les cérémonies adéquates dans le pays qui nous a vu naître ou dans le pays qui a en tout cas vu naître nos parents ou nos ancêtres. Et donc, au moment où nous enregistrons cette émission, ce talk, la Cour suprême vient de trancher. Elle a été saisie par le collectif de la diaspora des Sénégalais donc décédés du Covid-19 pour le rapatriement de ces Sénégalais-là. Il y a un collectif de la diaspora qui est représenté dans plusieurs pays, notamment occidentaux, chez vous aux États-Unis, mais aussi en France où il y a au moins 45 Sénégalais décédés du Covid qui ne peuvent pas être rapatriés ici au Sénégal. Et donc, c'est une question assez douloureuse. Et donc, ce collectif-là a malheureusement été débouté par la Cour suprême, qui n'a pas dit, comme elle a l'habitude de le dire sur certaines questions évoquées par des politiques, qu'elle est incompétente pour juger de la question, mais qui a dit à peu près la même chose en disant qu'elle n'avait pas d'éléments suffisants pour juger du caractère scientifique ou non de l'interdiction du gouvernement du rapatriement de ces corps-là. Mais je fais observer qu'au moins une victime, enfin un malade étranger du Covid-19 qui se trouvait au Sénégal a été évacué à sa demande vers son pays de destination. Donc quand même, je me pose des questions. Pourquoi on ne peut pas faire revenir non pas des personnes vivantes, mais des personnes qui ont rendu leur dernier soupir, qui ont rendu l'âme? Pourquoi on ne peut pas leur faire au moins la charité humaine d'accepter pour eux-mêmes et pour leurs proches qui sont affectés par leur décès, que ces personnes-là soient rapatriées au Sénégal. Et j'en termine. J'imagine, Ousseynou, c'est une question assez difficile. Je ne maîtrise pas pour ma part, un peu comme la Cour suprême, tous les aspects scientifiques et techniques qui vont autour. Mais une chose est certaine, c'est que bon, il y a eu un très bon article de notre ami Marie-Roger Biloa dans Ce n'est plus sur la question un peu de la solitude face aux funérailles. Ça fend le cœur. Dans certains pays, le nombre de gens autorisés à participer à un enterrement se limite à 10, y compris le service funèbre. Donc, très, très peu de personnes peuvent y participer. Un certain nombre de mesures ont été prises pour qu'il y ait une distanciation sociale qui soit respectée. Donc, la manière vous trouvez que c'est dans l'ordre normal des choses? Nos morts a été fortement affectée. D'accord. Mais du point de vue justement du relativisme culturel que nous pouvons avoir face aux épisodes tristes ou joyeux de la mort, que ce soit la naissance, le mariage, mais également effectivement la mort, moi je sais que vous vouliez parler de ce qui peut passer pour du racisme dans les prédictions un peu apocalyptiques que certaines institutions internationales ou certains, oui, je veux nommer l'OMS, ont par rapport aux dégâts que le Covid-19 pourrait faire en Afrique. Vous pensez Oui, que c'est du racisme? oui, Ousseynou, je ne vous cache pas que c'est l'une de mes surprises, je ne sais pas, parce que je parle souvent de l'insoutenable Légèreté, extraversion extraversion. des élites africaines, où il y a une très, très grande tendance
continuellement et constamment et avec grande spontanéité réagir à tout ce que dit de nous l'Occident, à tout ce que fait l'Occident en ce qui nous concerne. Et ça m'interpelle toujours parce que je le mets en rapport avec une absence assez importante de réflexion endogène par rapport à ce que nous devons faire pour nous sortir de la grande nuit, pour utiliser la belle expression, mais la belle, elle n'est pas particulièrement belle, mais la très parlante expression d'Achille Bembe, du grand intellectuel camerounais Achille Bembe, comment nous sortir Qui de est la... actuellement accusé d'antisémitisme, vous le savez, parce qu'il a comparé l'apartheid en Afrique du Sud à la situation des Palestiniens en Oui, mais c'est Israël. exactement, c'est intéressant que vous fassiez cette référence parce que c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce que l'occidental dit une évidence qu'il y a un risque d'hécatombe en Afrique avec ce Covid. Si le virus se comporte de la même manière qu'il s'est comporté en Chine, en Europe, en Amérique, s'il se comporte de la même manière en Afrique, qu'il y a un risque d'hécatombe. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit cela qu'il est raciste. Je pense que c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très étonnant, absolument incompréhensible. De la même manière, quand Achille Bembe critique la politique, certains types de politiques du gouvernement israélien, cela n'a strictement rien à voir avec l'antisémitisme. Ce n'est pas parce que quelqu'un anticipe un deuxième mandat de Trump en disant « Oh, écoutez, ça peut être un désastre pour l'Amérique si Trump gagne un deuxième mandat », que ça veut dire que cette personne est anti-américaine. Je pense que ce type de raccourci-là, c'est quand même assez étonnant. Et j'ai vu que des intellectuels, y compris brillantissimes, que personnellement j'apprécie beaucoup, ont fait des déclarations de la sorte qui m'ont vraiment étonné et je trouve ça franchement dommage. Merci René Lec, au revoir. Merci à vous, Ousseynou, et à bientôt.